Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour à tous. Dans le précédent épisode, nous avons abordé les deux premières nobles vérités, le constat de la souffrance puis l'analyse de ses causes. Nous avons vu que le Bouddha ne se contente pas de décrire les difficultés de l'existence. Il cherche aussi à comprendre pourquoi elles se prolongent en nous à travers l'attachement, l'aversion, l'ignorance et cette soif intérieure qui veut sans cesse saisir, retenir ou rejeter. Mais si l'enseignement s'arrêtait là, il serait incomplet. Diagnostiquer ne suffit pas, il faut encore savoir s'il existe une issue et s'il est possible de vivre autrement. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler un point essentiel. L'histoire de Gautama Siddhartha montre que le bouddhisme ne se présente pas d'abord comme une religion de la révélation, fondée sur un dogme tombé du ciel ou sur une vérité inaccessible au commun des êtres humains. Il s'enracine dans une expérience profondément humaine, celle d'un homme confronté à la vieillesse, à la maladie, à la mort, à l'insatisfaction, et qui était décidé à comprendre s'il existait une autre manière de vivre. C'est ce qui donne aux quatre nobles vérités leur force particulière. Elles ne demandent pas d'être acceptées par simple respect d'une autorité. Elles invitent à être examinées, éprouvées, mises à l'épreuve de l'existence. Chacun peut observer la souffrance, en reconnaître certaines causes, expérimenter un autre rapport à ce qu'il vit et vérifier par lui-même si ce chemin conduit à davantage de liberté intérieure. C'est ce qu'annoncent maintenant la troisième et la quatrième noble vérité. La troisième noble vérité affirme qu'une libération est possible. Voici comment elle est formulée dans les textes anciens. Voici, moine, la noble vérité de la cessation de la souffrance. C'est l'extinction complète de cette soif, son abandon, son renoncement, sa libération, le fait de ne plus s'y attacher. Cette formulation mérite d'être entendue avec attention. Elle ne promet ni un monde sans difficulté, ni une existence préservée de la perte, de la maladie ou de la mort. Elle n'annonce pas davantage un état psychologique parfait où toute émotion désagréable disparaîtrait définitivement. Elle indique autre chose. Ce qui peut cesser, ce n'est pas le mouvement du monde, mais la manière compulsive dont nous nous y enchaînons. Autrement dit, la libération ne consiste pas à obtenir enfin des circonstances idéales. Elle consiste à ne plus dépendre intérieurement de ce qui change sans cesse. Il faut ici dissiper un malentendu fréquent. La troisième noble vérité ne prône ni la résignation ni le fatalisme. Elle n'invite pas à subir passivement ce qui pourrait être transformé, ni à accepter l'injustice au nom d'une paix intérieure qui pourrait être mal comprise. Le Bouddha n'enseigne pas l'abandon de l'action juste. Il invite à se libérer de l'aveuglement, de la crispation et de la souffrance inutile qui accompagnent souvent notre manière d'agir. On peut chercher à réparer une situation, protéger quelqu'un, refuser un abus, changer de direction ou défendre ce qui doit l'être, tout en évitant d'être consumé intérieurement par la haine, la peur ou l'obsession. La libération ne consiste donc pas à se retirer du monde, mais à habiter l'action autrement, à vivre dans le monde autrement. Un poème de Ryokan l'exprime à mon sens avec sobriété. Montrant l'envers, montrant l'endroit, la feuille d'érable tombe. Ce qui semblait n'être qu'une perte révèle une autre dimension lorsqu'il est regardé sans crispation. Il y a là un déplacement décisif. Beaucoup d'existences reposent sur une promesse implicite. Lorsque telle condition sera remplie, alors la paix viendra. Lorsque j'aurai davantage de sécurité, lorsque je serai reconnu, lorsque cette difficulté sera réglée, lorsque les autres se comporteront autrement. Le Bouddha déplace radicalement cette attente. Il montre que la paix durable n'est moins d'une maîtrise totale des circonstances que d'un autre rapport à ces circonstances. Cela peut sembler abstrait, mais chacun peut en faire l'expérience à petite échelle. Une contrariété survient. Habituellement, elle nourrit agitation et rumination. Pourtant, il arrive qu'elle soit simplement reconnue, puis laissée passer. La situation n'a pas changé,
mais leur rapport à la situation, lui, a changé. Une critique est reçue. Elle peut devenir blessure durable, ou bien être entendue, examinée, puis déposée. Une attente n'est pas satisfaite. Elle peut engendrer frustration pendant des heures ou être vue pour ce qu'elle est. Une attente déçue, pas une catastrophe. Dans chacun de ces cas, on entrevoit ce que signifie la cessation de la souffrance. Non pas disparition du réel, mais fin d'un certain enchaînement intérieur. Le zen a particulièrement insisté sur ce point. Il rappelle que la libération n'est pas nécessairement un événement spectaculaire réservé à quelques figures exceptionnelles. Elle commence souvent de manière discrète, dans l'instant où l'on cesse d'ajouter de la confusion à ce qui est déjà là. Elle peut prendre la forme d'une réaction automatique qui ne se produit pas, d'une crispation qui se relâche, d'un besoin de contrôle qui perd de sa force, ou d'une présence plus simple à ce qui est. C'est pourquoi la tradition zen se méfie parfois des grandes images que l'on se fait de l'éveil. Si l'on transforme la libération en objet extraordinaire à conquérir, elle devient à son tour un nouvel attachement. La quatrième noble vérité répond alors à une question pratique. Mais comment avancer vers cette libération ? Voici comment elle est formulée dans les textes anciens. Voici, moine, la noble vérité du chemin conduisant à la cessation de la souffrance. C'est le noble sentier octuple. Le noble sentier octuple est traditionnellement présenté à travers 8 dimensions, d'où son nom octuple. Compréhension juste, intention juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste et concentration juste. Énumérée de cette manière, la liste peut sembler un peu abstraite. Pourtant, il ne s'agit ni d'un catalogue moral, ni d'un ensemble de règles extérieures à respecter mécaniquement. Le noble sentier octuple décrit plutôt une manière de vivre capable de réduire les causes ordinaires de l'agitation mentale. La multiplication du terme juste ne doit pas nécessairement être corrélée à notre notion de justice telle qu'on l'aperçoit en philosophie. Elle doit être plutôt considérée comme cet espace de modération qui existe et qui fait qu'on n'est ni dans le trop effort, ni dans le sous-effort. On est dans ce qui doit être fait de la manière la plus équilibrée par rapport à notre condition, par rapport à la situation. Même sans se définir comme bouddhiste, chacun peut reconnaître qu'une existence plus lucide, plus cohérente et plus attentive engendre généralement moins de troubles intérieurs. Prenons l'exemple de la parole juste, souvent comprise d'ailleurs comme le fait de ne pas mentir, de ne pas tromper, de ne pas nuire par la parole. Son intérêt n'est pas seulement moral. Il est aussi profondément pratique. Dire les faits tels qu'ils sont simplifie la conscience. Lorsqu'on ment, lorsqu'on dissimule ou lorsqu'on manipule, l'esprit doit ensuite maintenir une construction artificielle. Il faut se souvenir de ce qui a été dit, éviter les contradictions, anticiper les découvertes possibles, corriger les incohérences. Une tension permanente apparaît, parfois discrète, parfois constante. A l'inverse, une parole plus droite libère une part importante de cette charge mentale. La conscience n'a plus à défendre un récit préfabriqué. Elle devient plus simple, plus stable et souvent plus paisible. Le même raisonnement vaut pour d'autres dimensions du sentier. Une action plus juste évite bien des remords inutiles. Des moyens d'existence plus cohérents réduisent le conflit entre ce que l'on a fait, ce que l'on fait et ce que l'on sait juste. Ce que l'on appelle concrètement les moyens d'existence justes sont généralement des activités qui ne troublent pas la sérénité du monde ou des êtres. C'est-à-dire, on peut imaginer de manière très concrète le commerce des armes ou de drogues de toutes sortes. Une attention plus développée empêche également de se perdre continuellement dans la dispersion, dans la rêverie. Un effort juste protège à la fois de la paresse et de l'épuisement. Une concentration juste rend l'esprit moins dépendant de chaque impulsion passagère. Il faut toutefois ajouter une nuance essentielle.
Le Bouddha ne présente pas ces orientations comme des absolus mécaniques qui devraient être appliqués aveuglément en toutes circonstances. Le noble sentier demande du discernement plus qu'une obéissance rigide. Toujours concernant la parole juste, je vais vous donner un contre-exemple, en quelque sorte. Dans le Sutra du Lotus, une célèbre parabole raconte qu'un père voit ses enfants jouer dans une maison en flammes. Pour les sauver, il leur promet de merveilleux jouets afin qu'ils sortent immédiatement. La parole n'est pas littéralement exacte, mais elle vise ici à protéger et à libérer. En effet, les enfants préféraient continuer à jouer à l'intérieur de la maison en flammes, risquant leur vie, et le père n'avait pas de merveilleux jouets à leur offrir à l'extérieur. Il a donc fait un mensonge. Mais le texte rappelle qu'un acte ne se juge pas seulement à sa forme extérieure, mais aussi à son intention et à ses effets. De la même manière, le Kalama Sutta invite à ne pas adopter un enseignement par simple respect de l'autorité, de la tradition ou de la réputation d'un maître. Il encourage à éprouver les enseignements dans l'expérience, à observer ce qu'ils produisent réellement, puis à conserver ce qui conduit à plus de lucidité et moins de souffrance. Le noble sentier octuple n'est donc pas une morale figée, c'est une voie vivante qui demande intelligence, attention et responsabilité. Le zen a souvent condensé cette voie dans la pratique elle-même, non pas parce qu'il rejetterait le sentier octuple, mais parce qu'il cherche à l'incarner immédiatement. Lorsque l'on s'assied en zazen, il ne s'agit pas de réciter des principes, mais de les éprouver directement. On découvre ce qu'est l'attention lorsque l'on revient à la posture et au souffle. On comprend la justesse de l'effort lorsqu'il faut persévérer sans dureté ni relâchement. On entrevoit la concentration aussi lorsque l'esprit cesse de suivre chaque pensée. On mûrit dans la compréhension lorsqu'on voit apparaître et disparaître sensations, émotions et constructions mentales. Puis la pratique se prolonge naturellement hors du zafu, dans la manière de parler, de travailler, d'écouter, d'aimer, de traverser une contrariété ou de répondre à une difficulté. Ainsi, Zazen n'est pas séparé de la vie ordinaire. Il en devient un lieu d'apprentissage le plus direct. Faire la vaisselle est un élément de la pratique, lorsque l'esprit cesse d'être ailleurs. Marcher est un élément de la pratique, lorsque l'on marche réellement. Écouter quelqu'un peut également devenir un élément de la pratique lorsqu'on suspend un instant le besoin de répondre. Traverser une peine peut également devenir un élément de pratique lorsqu'on cesse de lutter contre le simple fait qu'elle soit présente. Le zen ne consiste donc pas à fuir la vie ordinaire, mais à cesser de la vivre mécaniquement. Dans un monde saturé de sollicitations, de distractions et d'opinions instantanées, cette orientation garde une force singulière et, si j'ose dire, originale. Elle ne promet ni performance spirituelle, ni identité supérieure, ni bonheur permanent. Elle propose quelque chose de plus sobre et de plus rare, voir clairement, agir plus justement et souffrir moins inutilement. Un poème de Ryokan peut accompagner cette idée. Sans rien chercher, sans rien repousser, le printemps vient, l'herbe pousse d'elle-même. Dans ce second épisode, nous avons abordé la troisième et la quatrième noble vérité, la possibilité d'une libération puis la voie qui y conduit. Et nous avons vu aussi comment le zen reprend cet héritage en le ramenant sans cesse à l'expérience directe et à la vie quotidienne. La voie n'est peut-être rien d'autre que cela. Vivre plus lucidement ce qui est déjà là. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez bien évidemment vous abonner à Zendo sans mur, partager les épisodes autour de vous et les faire découvrir à celles et ceux qui souhaitent approcher le zen de manière simple et vivante. À bientôt.